je vous en remercie. 9h30, parfait. Vous avez eu les informations par vos casques. Je vous remercie d'être là. Je me présente, Catherine Volage. Pour la plupart, il y a certains d'entre vous que j'ai déjà vus. Je suis responsable des préparations à concours donc à l'École des métiers. Et donc, je m'occupe entre autres de cette petite préparation faite un petit peu le mieux possible pour essayer de vous donner des billes pour l'oral, que vous passerez, je crois, la semaine du 13, à partir du 13 mars, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, on va vous donner, Carole Mito, qui va se présenter, va vous donner pas mal d'informations concernant donc, le volet institutionnel, concernant la méthodologie de l'oral cet après-midi. Et vous aurez aussi la possibilité, si je ne me trompe pas au niveau des dates, mais je vous le renverrai, les 6 et 7 mars, d'assister donc à une conférence sur la posture professionnelle de l'animateur. Donc, je vous remercie d'être là. Donc, c'est un format mixte, on va dire, et en distanciel et en présentiel. Donc, vous avez la chance de pouvoir venir aujourd'hui sur Gabriel Lamé. Nous avons d'autres intervenants qui sont en direct également via le lien Webex qui a été envoyé. Voilà, je vais laisser Carole prendre la parole. Moi, je vais devoir vous laisser un petit moment parce que je suis en réunion. Vous n'hésitez pas, quand vous avez des questions, à les noter dans un premier temps. Il y aura un temps de questions après qui vous sera alloué et auquel Carole répondra. Et je pense que j'aurai eu le temps de revenir et auquel j'essaierai également de répondre. Alors, je laisse Carole prendre la suite. Je vous souhaite un bon début de conférence. Je tiens à remercier également Patrick Bataillé qui travaille à l'École des métiers au Lab d'ingénierie, sans qui ceci ne serait pas possible aujourd'hui. Voilà. Je vous dis à plus tard. Ok, bonjour à tous, je vais m'approcher un petit peu, puisque vous n'êtes pas nombreux. Je m'appelle Carole Mito, je suis coordinatrice territoriale sur la CASP 8-9-10. J'ai été animatrice vacataire, contractuelle, puis titulaire. Je suis passée tous les champs, les uns après les autres, donc je sais par quoi vous pouvez passer. Mais voilà, vous approchez d'un nouveau statut à grands pas. Donc, bonne chance à vous. Et n'hésitez pas donc à pas de questions ouvertes. C'est vraiment l'occasion sur cette formation de vraiment de lever le voile sur des questions que vous pourriez avoir. Il n'y a pas de souci. Je suis là pour ça et je suis là pour vous aider un maximum d'éléments pour tout simplement votre réussite. Voilà. Bienvenue à vous. Alors, on a essayé de faire vraiment deux conférences, une le matin, une l'après-midi, qu'elles soient très interactives. Et vous allez même pouvoir avoir un jeu. Alors, Patrick, est-ce que tu peux expliquer comment ça marche, comment ils vont pouvoir participer? Alors, je ne sais pas, si vous avez des smartphones, ici, il y a le Wi-Fi en accès direct, il ne faut pas de mot de passe. Si ce n'est pas le cas, je prépare des tablettes, puisque vous aurez des petits questionnaires tout au long du déroulé. Comme des petits sondages. Voilà, un petit peu, et vous répondez suivant ce que vous souhaitez. Avec 3 choix de réponse. Réponse A, B ou C, un peu comme au permis de conduire. Vous choisissez laquelle, et puis après, voilà, il n'y a pas de souci, on ne saura pas qui a répondu. Et on verra en fait si la réponse est bien la bonne et bien celle de la grande majorité. Voilà. Mais comme ça, voilà, ça fait des petits moments. Ce n'est pas une conférence où vous allez rester scotché sur votre chaise en train de m'écouter. C'est vraiment dans le but, c'est qu'il y ait un maximum d'informations. Bonjour Inès. Voilà, le chat fonctionne aussi. C'est bon, ils m'entendent aussi? Oui, ils s'entendent, mais pas assez fort. Ouais. Pas assez fort, hein, tu vois. Je vais finir par prendre un micro, alors. Hein. Ok, ça marche. Bon, par contre, je ne vais pas me mettre devant l'écran parce que sinon, j'ai aussi ceux qui sont là en présentiel qui ne verront pas forcément le webinaire. Voilà. Donc, fonction publique et institutionnelle. Et oui, parce que là, vous êtes dans la fonction publique, quel que soit votre statut, vacataire, contractuel, titulaire, vous êtes des fonctionnaires. Vous représentez la ville de Paris et la direction des affaires scolaires de la ville de Paris.
Hop. Alors, moi, je veux bien. Si tu peux. Ça ne marche plus. Ça marchait tout à l'heure. Alors, il faut savoir qu'en tant que fonctionnaire, le statut du fonctionnaire en France, il y a 3 fonctions publiques. Est-ce que vous savez lesquelles? La fonction d'État, Oui. les hôpitaux. Ouais. La- La plus compliquée, c'est la vôtre, c'est la territoriale. Ok, bravo, c'est ça. Il y a la fonction hospitalière, la fonction d'État et... Ok, je te remercie. Et la fonction territoriale qui est la vôtre. Voilà donc aujourd'hui, ce matin, les 3 parties. Nous allons aborder la fonction publique, puis après nous allons resserrer le zoom vers la mairie de Paris et puis évidemment votre direction à vous qui est la direction des affaires scolaires. Voilà. Voilà. 3 parties, 2 heures. Et n'hésitez pas pour les questions. C'est bon pour vous? Ok. Donc voilà, donc effectivement la fonction publique, il y a bien 3 fonctions publiques, elles sont chacune régies par des lois. Et évidemment, dans la fonction publique, vous n'êtes pas tout seul. Et pour ce qui concerne la fonction publique territoriale, sur toute la France, vous êtes 1,9 million de personnes, de fonctionnaires. Voilà, tout statut confondu. Vous êtes 1,9 million, quasiment 2 millions. Dans cette notion de service public, d'accompagnement des usagers, grands ou petits, mineurs ou majeurs. Patrick, ils m'entendent bien, c'est bon? Tu penses? Ok. Donc, Clara, tu me dis s'il faut que je parle plus fort. Oui, c'est bon. Ça va? Ok, super. Merci. Ok. Donc voilà, des grandes lois qui sont des lois des années 80. Chacune de ces lois correspond à une fonction, donc la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Ces lois régissent les principes et vos statuts. C'est une chose à savoir sur votre culture générale. Mais ne vous inquiétez pas, on ne vous demandera pas la date précise de la loi. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais pour l'instant, voilà, on va du plus loin, c'est-à-dire de la fonction publique, et on va se rapprocher comme un zoom au plus près sur la direction des affaires scolaires. C'est là où vous aurez évidemment plein de choses. Alors, on va commencer par un petit quiz qui nous ramène vraiment à vous, à votre culture ville de Paris. Imaginez-vous donc, est-ce que vous pouvez donc essayer avec vos smartphones d'attraper le QR code? Voilà. Alors, si vous avez... Vous n'en avez pas. Dès qu'on met... Oui, pas de feu. Ça arrive. Ça va naturel. Internet, c'est l'île de Paris. MDP Internet. MDP Internet. Non, c'était MDP Internet. Lui chercher le Wi-Fi. Ah, elle est morte, alors pardon. Non, Ok. là. Ah, il ne marche pas. Alors, est-ce que le chat voit les questions et le quiz? Oui. Ok. Oui.
Super. Merci Damani, Briand, Badra, Touré, Inès. Super, je vous vois un petit peu, hein, mais Ouais, c'est pas la lecture. ouais, c'est bon. C'est comme un sondage. Alors, oui. Pourquoi il me dit allez votre caméra? Alors, Il me dit allez votre caméra. Ouais. Oui, c'est le chat. Oui. Votre prénom. On va revenir au 1.0 et on fera analyser. Ouais. Ok, la première question. À la ville de Paris, il y a combien de fonctionnaires? 33 000 agents permanents. Réponse A. 44 000 agents permanents. Réponse B. 53 000 agents permanents. Réponse C. Vous pensez que vous êtes combien à la ville de Paris? Alors, qui pense? Ah, j'ai de l'écho. 33 000 agents permanents. Qui pense la réponse A? 33 000. Non? Ok. Que les gens répondent par le chat. Voilà, très bien. Alors, pensez-vous que vous êtes 44 000 agents permanents parmi les 23 directions de la ville de Paris? Sachez qu'il y a 23 directions à la ville de Paris. Donc, vous êtes combien d'humains à bosser pour la ville, votre employeur? 53 000, 44 000, 33 000. 44 000, qui pense 44 000? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 en présentiel, ok, sur 12. Donc, quasiment la moitié pense que c'est 44 000. Et qui pense que c'est 53 000? 5, ok, ça marche. Clara, tu as la réponse à côté de toi. Je l'ai stabiloté. Regarde. Ouais. Donc, c'est la réponse C. 53 000. C'est énorme à Paris, mais en même temps, c'est la capitale. Beaucoup de services publics. Et 23 directions. Donc, la bonne réponse est la réponse C. Bravo au chatter qui avait mis C. J'ai vu des réponses C. Bravo à vous. Alors maintenant, pour parler juste de votre direction, la direction des affaires scolaires, qui fait partie des 23 directions de la ville de Paris, la direction des affaires scolaires, le fameux acronyme DASCO. Eh bien oui, c'est quasiment une très très grosse direction, ça fait partie des plus grandes directions en termes de nombre d'agents. Donc pensez, est-ce que, réponse A, vous êtes 5 000 agents? Est-ce que B, vous êtes 10 000 agents?
poussé, vous n'êtes que 500 agents. Qui va être un petit peu compliqué parce que 500 agents, sachant que sur tout Paris, il y a plus de 500 écoles, à mon avis, c'est pas ça. Alors, 5 000 moins. alors, qui pense 5 000? Je compte un petit peu, puis on va voir aussi la réponse du chat. 1, 2, 3, 4, 4 sur 14 pour 5 000 agents. OK. Il y a du B, il y a du A sur le chat. OK. Et qui pense que vous êtes 10 000 agents à la direction des affaires scolaires pour être aussi bien en classe, être aussi bien dans les écoles, maternelles, élémentaires, collèges. Sachez aussi collégiens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sur 14. OK. Une majorité de B sur le chat. C'est bien, ils ont bon. Bravo à vous, oui, effectivement. Vous êtes 10 000, c'est l'une des plus grosses directions. Et en même temps, elle a en charge et la responsabilité des petits Parisiens, des enfants, de la jeunesse. Normalement, les personnes en ligne peuvent participer normalement si vous êtes sur l'application. Merci Patrick pour cette indication pour le chat. Alors, donc du coup, dernière question. Avis à ceux qui suivent donc la conférence en mode virtuel. Essayez donc d'utiliser l'application. Elle est maintenant active pour faire le sondage. Au travers des services périscolaires, nous accueillons, donc quand on dit primaire et collège, primaire, ça veut dire maternelle et élémentaire, et collège, bon, ça on sait bien. C'est les collégiens de la 6e à la 3e. Alors, vous pensez que du coup, à Paris, il y a plus de 120 000 enfants? Réponse A, plus de 90 000 enfants. Réponse B, plus de 170 000 enfants. Réponse C. Très bien pour nos retraites des futurs hypothèses. Alors, savez-vous combien il y a de jeunes Parisiens qui profitent de la capitale et des services périscolaires? On parle bien des services périscolaires, parce qu'évidemment, le nombre sera supérieur sur les temps scolaires. Mais vous avez quand même une grande partie des enfants, évidemment, qui déjeunent avec vous et en votre compagnie. Alors, réponse A, plus de 120 000 enfants. 1, 2, 3, 4 réponses. OK, sur 14. Réponse B, plus de 90 000 enfants. En réponse, 4 réponses. OK, donc égalité entre la réponse A et la réponse B. Et réponse C, plus de 170 000 enfants. Une chance de personnes. Ah, est-ce que la minorité va l'emporter? Alors, Majorité de B sur le C. OK, donc là, je vois que je ne vois plus le A. Le chat, ça y est, on remet les réponses. Patrick, est-ce que tu as de la participation au sondage en virtuel? J'en ai que 2. D'accord. OK. Ah, c'est pas évident, hein. Moi, j'ai beaucoup de C. Mais à la rigueur, ils peuvent participer dans le chat. Alors, la bonne réponse à l'heure actuelle sur les services périscolaires, j'entends bien les services périscolaires, vous avez à Paris entre les maternelles, les 3-6 ans, les 6-12, les primaires et les collégiens, vous avez plus de 120 000 enfants à Paris. Voilà. Donc, on aura toujours du travail avec les enfants. Pas de souci. Voilà, donc c'est pour que vous ayez vraiment une vision de votre Paris à vous, votre Paris, votre environnement professionnel.
Alors, quand on est vacataire, contractuel ou titulaire, on est, comme je vous l'ai dit, fonctionnaire. Et comme tout fonctionnaire, vous avez des droits, vous avez des obligations. C'est pareil aussi quand vous êtes à l'école auprès des enfants, vous leur dites, oui, effectivement, tu as des droits, faire valoir en tant qu'enfant, mais tu as aussi quand même des obligations, des règles de vie. Hein. Et c'est la même chose pour vous, fonctionnaires, et ce sont des droits et des obligations qui sont communs à tous les fonctionnaires, que ce soit la fonction publique hospitalière, territoriale ou d'État. Et là-dessus, effectivement, pour vous, on va faire un petit jeu encore sur les droits et les obligations. Il y a des choses effectivement qui sont de l'ordre du droit et d'autres qui sont de l'ordre de l'obligation. Voilà. Alors évidemment, quand on est fonctionnaire, est-ce que tu peux juste me mettre à la page des réponses? Effectivement, vous travaillez, vous avez une fiche de paie. Je vais vous le lire. Comme ça sera mieux. Mais je ne pourrais pas agrandir encore plus, puisque là, on est en plein écran. Alors, la rémunération pour service fait. C'est un droit d'être rémunéré ou c'est une obligation? C'est un droit. Voilà, c'est votre droit. À partir du moment où vous faites un service périscolaire, c'est un service fait. Vous êtes rémunéré. OK, c'est un droit. Effectuer les tâches confiées par le rêve. Le rêve, c'est votre responsable éducatif, c'est votre supérieur hiérarchique direct, votre supérieur hiérarchique numéro 1. Donc, quand vous arrivez sur un service périscolaire, que ce soit l'interclasse, que ce soit le TAP, l'étude, le goûter, le centre de loisirs, il va vous donner des missions. Voilà, j'aurais besoin que tu fasses une activité, j'aurais besoin que tu accompagnes ces enfants dans cette sortie, que vous fassiez une grande journée de centre de loisirs, bref, il vous donne des missions. Il peut aussi vous donner une mission inclusive dans l'accompagnement d'un enfant à besoin éducatif particulier. Tout ça, c'est des missions que vous avez, que vous donne votre supérieur hiérarchique. Du coup, effectuer ces tâches, pour vous, vous considérez que c'est un droit ou une obligation? Obligation, exact. Et aussi, évidemment, comme dans beaucoup de métiers, on a toujours quelqu'un au-dessus de soi pour nous donner des axes de travail, effectivement des tâches. Ça s'appelle l'obéissance à la hiérarchie. Donc, obéir à son supérieur hiérarchique. Donc, par exemple, le responsable éducatif ville. Pour vous, c'est un droit ou une obligation? Obligation. Voilà. Est-ce qu'il faut dire oui à tout? Vous avez le droit de poser des questions. Oui. N'hésitez pas. Alors, participer à un mouvement social. C'est vrai que c'est d'actualité. À l'heure actuelle, est-ce que c'est un droit ou une obligation? Est-ce que c'est obligé? Non, c'est un droit. Vous avez un droit, effectivement. Mais c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez défendre ou pas. Ceci est un droit. Comme tous les fonctionnaires, vous avez un droit syndical et un droit de grève. Voilà. Être en congé suite à un accident de travail. C'est un droit, oui. Tout à fait. Prévenir sa hiérarchie si on est absent. C'est un droit ou une obligation? C'est une obligation. Et alors pour vous, quand vous êtes absent, qui faut-il prévenir concrètement? Le reste. La cellule de remplacement. Oui, tout à fait. C'est très important de prévenir les deux. Le reste pour que lui, sur le terrain, il puisse s'organiser avec vos collègues, vos équipes. Et puis la cellule de remplacement pour que, évidemment, les enfants et vos collègues ne se retrouvent pas en difficulté sur le terrain. C'est très important. Et plus vous prévenez tôt, plus votre absence peut être gérée.
Évidemment, si vous contactez la cellule de remplacement à 11h30, c'est trop tard. Donc, généralement, en plus, quand on est malade, quand même à 8h30, ça serait quand même très judicieux de votre part d'appeler la cellule de remplacement, de contacter votre rêve, même d'envoyer un SMS, mais en tout cas qu'il puisse, plus il peut anticiper votre absence et plus au niveau organisationnel et au niveau surtout de la sécurité des enfants. Ça permet vraiment de pouvoir gérer votre absence. Ça peut arriver, hein, c'est normal. Comme je vous ai dit, vous avez le droit, effectivement, à congé pour accident de travail, congé maternité. Et quand vous serez fonctionnaire titulaire, vous aurez des congés, les fameux congés payés. Donc là-dessus, effectivement, toutes ces choses-là, ça se prévoit. OK. Dans le chat, on a quelqu'un qui disait que toute forme de statut est une obligation. Dans le chat, c'est une question qui a été posée. Alors, oui, le statut peut être perçu comme une obligation puisqu'on a bien dit que les statuts étaient régis par une loi. Donc, à partir du moment où il y a une notion juridique, une notion de loi, effectivement, on peut considérer que ce sont des obligations. Il faut respecter le cadre. Alors, je vous ai mis les 10 principaux droits. Les voici. C'est les 10 principaux. Hein. Voilà, effectivement. Donc, comme on disait, droit à la rémunération, droit au congé, droit aux protections lanceurs d'alerte. Qu'est-ce que c'est que ça fait un nouveau droit hein. Il n'était pas au début hein, en termes des droits du fonctionnaire. Protection lanceur d'alerte, c'est le fait que effectivement vous pouvez alerter sur une situation dans votre direction, dans votre circonscription. Vous avez le droit de lancer l'alerte, d'alerter votre direction sur un souci interne et que par rapport à ça, ça ne vous sera pas reproché ou cela ne nuira pas à votre progression de carrière. Parce que vous êtes dans le respect, par exemple, de ce qu'on appelle la charte de déontologie. Quand vous voyez quelque chose dans votre pratique professionnelle qui ne correspond pas à la charte de déontologie de votre employeur, pour la faire respecter, effectivement, vous pouvez peut-être un jour être amené dans votre carrière à lancer l'alerte. Vous avez droit à la formation professionnelle. Chaque année, vous avez des demandes de formation. La plupart du temps, vous demandez 3 formations par an. Voilà. Et vous pouvez avoir ces formations dans le laps d'une année civile. Donc là, par exemple, à la rentrée en 2022, en septembre 2022, vous avez fait des demandes de formation qui comptent pour l'année 2023, de janvier 2023 à décembre 2023. Donc des fois, on se dit, ah bah j'ai pas eu la formation et l'année scolaire est terminée au mois de juillet, mais peut-être que vous allez l'avoir entre septembre et décembre. Voilà. Il y a aussi le droit à participation, c'est-à-dire que dans la fonction publique et en l'occurrence à la ville de Paris, vous avez des commissions paritaires, des commissions hygiène et sécurité, plusieurs commissions qui sont de l'ordre justement des progressions de carrière, de vos conditions de travail et ainsi de suite. Tout cela, effectivement, en tant que personnel, on vous demande votre avis et dans le cadre de ces commissions, vous pouvez être amené à vous porter volontaire pour y participer. En tant qu'agent ou si vous avez une étiquette syndicale en tant que syndicaliste. Voilà. Vous avez effectivement aussi dans le cadre de votre travail la protection juridique. Vous avez peut-être pu le voir quand vous allez dans les hôpitaux de Paris. C'est souvent indiqué.
que, en tant qu'agent hospitalier, les agents hospitaliers n'ont pas à subir les outrages à agents, l'agressivité des usagers. Eh bien, vous aussi, dans les écoles, c'est la même chose. De la part des familles, vous êtes dans le cadre de vos fonctions, vous avez une protection juridique, vous faites votre travail, vous n'avez pas à subir ce qu'on appelle des outrages à agents. Être pris à partie au moment de la sortie de l'école sur le trottoir par des parents, ce n'est pas possible. Voilà. Et par contre aussi, n'oubliez pas qu'en tant que fonctionnaire animateur à la direction des affaires scolaires, quand les parents s'adressent à vous, n'oubliez pas aussi que ce n'est pas forcément personnel, mais que vous représentez l'institution. Vous représentez la ville de Paris, vous représentez la direction des affaires scolaires. Donc, quand il y a des grèves et que la cantine est fermée, ce n'est pas vous, en tant qu'animateur, à qui vont vous le reprocher, mais le fait que la DASO ferme ce service. N'oubliez pas que vous représentez la ville de Paris. Donc, quand les parents s'adressent à vous, ils ne s'adressent pas forcément à vous d'une façon personnelle. Là-dessus, vous avez aussi une liberté d'opinion et d'expression. Oui, vous avez le droit, effectivement, de vous exprimer. Mais vous verrez aussi que vous aurez, à contrario, des obligations aussi sur la façon de s'exprimer à votre supérieur hiérarchique ou aux usagers. Tout de même, on ne peut pas tout dire. Voilà. Comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez un droit syndical. Oui. Vous avez le droit de vous rattacher à un syndicat ou pas, de demander des informations ou pas auprès des syndicats, de poser des questions, de participer, de batailler sans jeu de mots pour la préservation de vos droits, de vos acquis, de vos conditions de travail. Voilà. Dans toute la fonction publique, c'est un droit, le droit de grève et le droit de se syndiquer. Sachez bien qu'il y a quand même des corps de métier dans la fonction publique qui n'ont pas le droit de grève, sinon le pays ne fonctionnerait pas. D'après vous, c'est qui? Président. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu en grève. La police? Tout à fait. Et évidemment, quand on parle police, on parle préfet. Le préfet est un représentant de l'État, nommé par l'État, et il n'a pas le droit de grève. Pourtant, il est fonctionnaire. Voilà. Et vous avez effectivement droit à une pension de retraite. Voilà. Ah, elle est partie. Pourquoi? Non plus. Ok. Alors, comme je vous disais, dans vos obligations, eh bien oui, on a une rémunération pour service fait. Ça, c'est un droit. Mais du coup, l'obligation, évidemment, c'est d'effectuer les tâches. À chaque fois, vous avez toujours un pendant. Vous avez un droit, mais du coup, quand vous avez un droit, vous avez forcément une obligation qui va avec. Sur aussi les obligations, vous avez l'obéissance à la hiérarchie. Vous avez une liberté d'opinion et d'expression, mais vous devez tout de même avoir une obéissance envers votre hiérarchie. A contrario aussi, donc vous avez un droit syndical, mais vous avez aussi une obligation de réserve. La réserve, c'est-à-dire que par rapport aux familles, par rapport aux enseignants qui ne sont pas de la direction des affaires scolaires, mais de l'éducation nationale, pour toutes les problématiques internes ou les conditions de travail que vous rencontrez, vous devez vous exprimer entre collègues, pas devant les enfants, pas devant les parents et pas devant les partenaires. Ça s'appelle le droit de réserve.
Vous ne devez pas plébisciter, par exemple, la mobilisation des parents sur des problématiques que vous avez à l'intérieur de l'école. On ne doit pas inciter les parents. Par contre, dans le cadre d'une réunion avec les collègues, voilà, vous pouvez discuter entre vous, trouver des solutions. Mais vous ne devez pas impliquer des personnes extérieures sur des situations professionnelles qui se passent au sein de l'école. Ça ne sort pas de l'enceinte de l'école. Ça doit être géré par vous et entre collègues et avec votre responsable hiérarchique. C'est une obligation. Vous avez aussi le principe de neutralité. Le principe de neutralité, c'est-à-dire qu'effectivement, vis-à-vis de chaque enfant, de chaque parent, il faut être neutre, équitable. C'est-à-dire qu'avec la même neutralité, vous allez aborder n'importe quelle famille de la même façon. Il faut être neutre. Pareil aussi, si des enfants vous sollicitent, par exemple, des fois, il peut y avoir une question, est-ce que tu crois que Dieu existe? C'est très délicat, ces questions-là. Mais les enfants, eux, ils n'ont pas forcément les mêmes filtres ou les mêmes tabous que les adultes. Et quand ils sont en élémentaire, ils peuvent avoir des questions qui vous déstabilisent. Soyez neutre. Alors, comment être neutre par rapport à certaines questions? C'est très simple. Vous ne donnez pas la réponse, déjà, parce que chacun peut avoir une confession religieuse, des opinions différentes. Et vous lui dites, cette question-là, tu la demanderas à tes parents. Voilà. Vous renvoyez aux parents, eux aussi, voilà, ils peuvent en répondre, mais vous, en tant que fonctionnaire, vous êtes neutre. Vous n'avez ni une conviction pour quelque chose ou pour une autre. Vous devez être neutre. Voilà. Ne vous mettez pas en difficulté. Là-dessus aussi, sachez que effectivement, le cumul d'emplois peut être possible. Il doit être signalé, il doit être demandé. Vous devez demander une autorisation de cumul d'activités, de cumul d'emplois. Cela peut se faire si, par exemple, vous faites le recensement. À l'heure actuelle, il y a par exemple le recensement à Paris. Cela peut se faire pour vous en vous demandant un cumul d'emplois. Vous avez aussi des collègues qui sont AESH au sein des écoles, c'est-à-dire qu'ils accompagnent sur le temps classe des enfants à besoins éducatifs particuliers et que vous retrouvez après sur les temps d'interclasse ou sur le tard ou le soir. C'est un cumul d'activités. Mais en premier lieu, effectivement, il faut demander l'autorisation à sa hiérarchie. Une autorisation de cumul. Voilà. Sachez par contre que quand on est dans la fonction publique, et en tout cas en l'occurrence à la DASCO, vous ne pourrez pas et travailler à McDo et travailler à l'interclasse. Ça par contre, là vous êtes sur une entreprise privée, une entreprise publique, ça ne pourra pas fonctionner. C'est pour ça qu'il faut à chaque fois sur les cumuls d'activités demander l'autorisation. Vous pouvez même être formateur à un moment donné dans votre carrière, c'est un cumul d'activités. Voilà. Mais c'est dans l'ordre de la transmission d'une compétence. Vous pouvez être prof de tennis le soir, mais là, c'est pareil, il faut faire une demande de cumul d'activités. Alors, informer le public, oui, le contact famille. C'est important de tisser du lien avec les parents. C'est comme ça qu'on les rassure par rapport à leurs enfants, qu'on leur donne des réponses individualisées par rapport à leurs enfants. Sachez bien qu'en maternelle, pour les parents, ça peut être vraiment un changement par rapport à la crèche qui peut être très violent, très déroutant pour eux. À la crèche, quand ils posaient des questions, il y avait un cahier de bord où le personnel de crèche renseignait point par point sur la journée de leur enfant. Plus ils vont arriver sur des services publics comme la maternelle et l'élémentaire, plus les réponses par rapport à la journée de leur enfant vont être moins précises. Et là-dessus, effectivement, les parents ont besoin de comprendre. Pour eux,
Ils ne voient que leur enfant le matin et ils le récupèrent le soir. Donc, c'est vrai que toute la journée de leur enfant, ils ont parfois du mal à savoir ce qui se passe pour eux. Ça dépend aussi de la communication qu'ils peuvent avoir avec leur enfant. Mais vous, effectivement, vous êtes là dans de la bienveillance et dans l'accompagnement pour que l'enfant soit épanoui au sein des services périscolaires et à votre contact. Donc là-dessus, le contact avec les familles, c'est important, et pas que quand ça va pas bien, pas que quand l'enfant fait des bêtises. Quand il fait aussi des belles choses, il faut valoriser. Et n'hésitez pas, quand les parents viennent vous voir, il faut avoir à cœur de lui donner des réponses précises. Si vous ne savez pas, allez demander à un collègue ou allez consulter le cahier d'infirmerie. Mais en tout cas, il faut au maximum, quand les parents vous posent des questions, essayer de trouver des réponses. Si vous ne les avez pas dans l'instant, vous dites, écoutez, je note votre question et je vais revenir vers vous, voire même demain, ou je vais demander à mon responsable éducatif. Voilà. Mais c'est très important d'avoir vraiment un lien cordial, respectueux et attentionné vis-à-vis des familles. Ce sont des usagers de votre service public, de votre école. Voilà. C'est important. On est aussi dans une continuité éducative, dans de la parentalité, au sens large. C'est notre mission. Là-dessus, vous avez aussi une obligation de probité. Alors, vous ne voyez pas le petit dessin, mais c'est en fait pour vous indiquer le principe de probité. C'est un désintéressement, c'est-à-dire qu'on ne profite pas du matériel qui est mis à disposition pour soi. Je vous donne un exemple, c'est la rentrée, j'ai des enfants, je ne prends pas des cahiers dans l'école, des stylos dans l'école pour mes enfants, pour leur fourniture scolaire à eux. Voilà, c'est ça la probité. Après, quand on est un peu plus loin, quand on est maire, on ne débauche pas, par exemple, les jardiniers municipaux pour faire son jardin. Voilà. Ou on ne fait pas construire sa propre piscine avec les employés de la ville. Voilà, c'est ça le devoir de probité et voilà, c'est régi par les lois françaises et voilà, c'est vraiment quelque chose qui est commun sur toute la France à tous les fonctionnaires. Voilà, vous avez une obligation de probité et c'est valable à tous les étages, que l'on soit maire, préfet, animateur, on a une obligation de probité. Alors, vous avez effectivement une obligation de moralité. N'oubliez pas, hormis effectivement le petit dessin humoristique, que l'alcool ou fumer dans un établissement scolaire n'est pas possible et même amendable. Le respect de la déontologie. On en reparlera, mais effectivement, vous avez une charte de déontologie qui vous explique en termes de posture, d'attitude, de comportement, ce qui est permis et ce qui n'est pas permis quand on représente la fonction publique et en l'occurrence la ville. La charte de déontologie, je l'aborderai beaucoup plus sur, vous aurez une proposition de conférence sur la posture professionnelle. Donc là, j'aborderai la charte de déontologie en détail, en long et en large et en travers. Est-ce que vous l'avez déjà vu consulter sur vos écoles, la charte de déontologie? Ok. Alors, je vous engage à la demander pour pouvoir la regarder un petit peu. Alors, voilà, donc ça, on l'a abordé. Donc, les chatteurs peuvent le voir aussi. C'est un récapitulatif de tous les droits. Comme je vous disais sur la protection juridique, vous n'avez pas à subir de violence, d'outrage, d'harcèlement moral ou sexuel dans l'exercice de vos fonctions. Voilà, vous êtes un agent de la ville. Vous avez à travailler dans de bonnes conditions et la ville de Paris, si jamais les agents subissent ce
type de situation, vous avez une protection fonctionnelle. Vous en parlez à votre supérieur hiérarchique et on vous propose des solutions pour vous protéger et vous défendre. Pareil, quand vous avez des parents agressifs, vous n'avez pas à supporter cela. Si un parent est agressif, déjà, ça peut être aussi traumatisant si l'enfant est juste à côté, qu'il entend les mots de l'adulte. Donc, vous mettez un stop à la conversation. Écoutez, pour l'instant, on ne peut pas s'entendre. Moi, à partir du moment où vous criez, je ne peux pas discuter avec vous, on en reparlera plus tard. Ou on peut prendre rendez-vous, ou je peux voir avec mon responsable éducatif. Mais il ne sert à rien de s'exprimer avec des usagers qui n'ont plus la gestion de leurs émotions. Et vous, en tant qu'employé Ville de Paris, ne répondez pas. Cela ne serait pas professionnel. Et pensez aux enfants qui sont autour. C'est votre cœur de métier. Montrez que vous êtes des adultes fiables qui gérez vos émotions et que vous réagissez en tant qu'adulte. En tant que parent, c'est une chose, mais là, vous n'êtes pas en tant que parent, vous êtes en tant que fonctionnaire représentant de la Ville de Paris. Donc, il y a une posture à avoir. Des fois, c'est compliqué parce que, voilà, vous êtes fonctionnaire. Donc, je vous ai dit, s'il n'y a rien de personnel, mais des fois, on vous attaque parce que vous représentez une institution. Parce que vous leur rappelez les horaires. Vous représentez une institution. Et vous ne pouvez pas ouvrir les horaires plus longtemps. Ce n'est pas nocturne le soir comme le BHV jusqu'à 21h. Il y a des horaires à respecter. C'est embêtant, mais il faut essayer de les respecter au maximum. Après, évidemment, auprès des familles, vous êtes là pour les accompagner à vraiment concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Donc, effectivement, s'il arrive une fois en retard, ça peut arriver. Essayez de voir avec lui s'il a le numéro de l'école pour prévenir. Des choses comme ça. Évidemment, quand il est en retard, généralement, le parent le sait. Donc, ce n'est pas forcément l'obligation de lui dire qu'il est en retard, mais surtout de lui dire ce qui vous est arrivé. Déjà, sur une communication non-violence, le parent, si vous lui dites qu'est-ce qui vous est arrivé plutôt que vous êtes en retard, il ne réagira pas de la même manière. Faites le test. Voilà. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions sur les droits? Le chat, est-ce que vous avez des questions sur les droits? Ok, merci monsieur ou madame Briand. Ok, ça marche. Alors, voilà, donc ça c'était pour les droits de grève. Comme je vous disais, donc les magistrats, les militaires n'ont pas le droit de grève pour assurer une continuité de service. Mais si vous avez une continuité de service, mais pas à ce point. Voilà. Donc, tout ce qui est effectivement des droits, c'est quand même l'après-guerre, donc ça date quand même la plupart du temps de 1946. Les congés payés, c'est 46, et le droit syndical, c'est 46. Alors, les obligations, donc comme je vous disais, il y a vraiment, quand on parle de l'humain, votre cœur de métier, c'est les enfants. Donc, le plus important, c'est plusieurs choses. Le secret et la discrétion, c'est une obligation, c'en est une énorme pour le secret médical, pour les médecins. Mais vous aussi, sur le secret et la discrétion, quand il y a des situations d'enfants, de ne pas en faire étalage. Ça pourrait humilier la famille, ça pourrait humilier l'enfant. Un enfant qui a des problèmes récurrents de propreté, il faut, par rapport à la famille, intervenir de façon discrète. N'arrivez pas, par exemple, je ne sais pas moi, si les parents sont tous en train d'attendre devant la porte sur le trottoir,
Et vous arrivez avec un groupe d'enfants. Oh, Paul, il a encore fait caca au lit devant tous les parents. Non, ne faites surtout pas ça. Et il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup d'informations aussi que peuvent donner les familles, les parents, où ils peuvent être désemparés sur certaines attitudes de leurs enfants. Ils vont peut-être, parce qu'ils vous reconnaissent en tant que professionnel, vous demander des conseils là-dessus, à votre discrétion, de vous mettre un peu en retrait avec eux, de discuter avec eux. Le secret et la discrétion, c'est important. Vous êtes là pour toutes les familles. Et dans une notion d'égalité de traitement, vous répondez à chacune de leurs questions. Ou, quand la réponse pour vous est épineuse, vous passez le relais au responsable éducatif. Par exemple, si un parent vous demande un coup classique, par exemple, sur les vacances. Vendredi, est-ce que je peux venir chercher mon enfant au centre de loisirs à 3h de l'après-midi, j'ai un avion à prendre. Si vous ne savez pas la réponse, si pour vous la réponse est délicate, ne vous engagez pas auprès de la famille. Vous lui dites, écoutez, moi je ne peux pas vous donner l'autorisation, je comprends hein, que vous vouliez aller dans un pays chaud et ensoleillé, mais vous allez demander au responsable éducatif si c'est possible ou pas. Moi, je ne peux pas m'engager au nom de l'équipe et au nom du centre de loisirs. Le responsable du centre de loisirs, c'est le responsable éducatif. Et lui, de toute manière, s'il donne une réponse à un parent, comme je vous ai dit, le principe de neutralité et d'égalité de traitement, il donnera la même réponse à tous les parents. Si on l'accorde quelque chose à un parent, on l'accorde à tous les parents. Sinon, il y a un phénomène, comme disent les enfants, de c'est pas juste. Si vous accordez quelque chose à un enfant et que celui d'à côté n'a pas cette autorisation-là, il y aura du c'est pas juste, il y aura de l'injustice. La discrimination, quelque chose de pas équitable. Après, je ne sais pas si, suivant l'âge, ils vous diront le mot discrimination. Mais en tout cas, le c'est pas juste, vous l'aurez. Voilà. Vous avez aussi, évidemment, comme je vous indiquais, le droit de réserve. Il faut mesurer son expression écrite, orale. Quand il y a des situations, on parle entre collègues, on demande une réunion. Parce que c'est vrai que vous êtes tête dans le guidon, vous êtes tout le temps en charge d'enfants. Donc, quand il y a des situations compliquées, que ce soit pour vous ou pour l'équipe, ça ne peut que se régler en unissant vos compétences, vos connaissances. Sur un enfant perturbateur, il est intéressant que chacun puisse échanger ce qu'il a pu observer pour pouvoir avoir la meilleure des réponses par rapport à ce type d'enfant. Et là, vous pouvez voir tout ça en réunion quand vous êtes déchargé d'enfants. Ce n'est pas possible entre deux couloirs, pour certaines situations, de pouvoir trouver une solution où vous ayez tous la même réponse. Parce que des fois, effectivement, les enfants, ils sont malins. Ils vont venir vous voir, vous, parce que vous êtes plus cool que le collègue. Mais est-ce que c'est la bonne réponse? Pas forcément. Mais pour ça, il faut se dire les choses aussi. Parce que peut-être que vous n'aviez pas remarqué que en fait, votre façon de faire avec cet enfant mettait en difficulté vos collègues. Il faut que ça s'entende. Il faut que vous vous mettiez d'accord sur la façon de vous adresser à cet enfant pour qu'il aille voir n'importe quel adulte, il ait la même réponse. Mais là-dessus, effectivement, il faut s'entendre. Vous travaillez en équipe, n'oubliez jamais ça. Vous êtes des animateurs, vous êtes une équipe d'animation. Si vous voulez améliorer les règles de vie, qu'il y ait de moins en moins de bêtises, il faut que vous fassiez corps. Que ce soit l'équipe d'animation qui ne tolère pas les bagarres, que ce soit l'équipe d'animation qui ne tolère pas les moqueries entre enfants. Le harcèlement scolaire aussi. C'est très important d'avoir tous la même réponse face au harcèlement scolaire. C'est d'actualité. Pareil aussi sur des enfants à besoins éducatifs particuliers, des comportements perturbateurs. On est de plus en plus dans de l'inclusion. Mais pour inclure un enfant, il faut que tous les adultes aient la même réponse face à lui et ne se détournent pas de lui. Ça peut être compliqué, hein, des enfants, un comportement perturbateur. Hein. On n'est pas médecin, on n'est pas psychologue et on n'est pas éducateur spécialisé. Pour autant,
sachez bien aussi que les parents de ces enfants n'ont pas eu de formation non plus. Ils ont appris sur le tas, ils ont appris vis-à-vis de leurs enfants. Et vous aussi, par l'observation, par le fait que vous ayez ces enfants, vous allez aussi avoir des petits outils avec lui. Parce que c'est une chose que cet enfant évolue au sein scolaire et c'en est une autre de vivre sur le périscolaire. Parce que dans le périscolaire, c'est du ludique, c'est de la relation avec les autres, c'est être dans du collectif. À l'école, il y a des exercices et là, il y a de l'individuel, il y a du résultat individuel. Vous n'avez pas la même démarche. Et surtout, quand vous avez des enfants où c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas à valoriser le savoir des parents. Demandez-leur, là, il a fait ça, vous faites comment à la maison quand il fait ça? Demandez aux parents, ils seront heureux de vous donner aussi des infos. Ça va dans les deux sens. Et c'est hyper intéressant pour eux parce que ça montre aussi que vous avez ce souci de comprendre leur enfant. Donc, ça sera hyper bénéfique. Donc, voilà, tout ça pour vous parler du droit de réserve. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat sur ces obligations? Tout va bien? Alors, j'avance. OK. Alors, je vous disais donc le principe de neutralité. Vous avez aussi un principe de neutralité qui va même, parce que neutralité, ça peut être lié à la laïcité aussi. On est dans un établissement laïque. Voilà. Et le principe de neutralité, il en va jusque dans l'assiette. Qu'est-ce que vous faites? Parce que ça arrive souvent. Voilà, on est en élémentaire, les enfants, ils sont avec le plateau. Et il y a un loulou qui arrive. Je vais l'appeler loulou, comme ça, il n'y aura pas de prénom. Il arrive devant les cantinières et fait « Non, bah, moi, je veux que des légumes. Je ne mange pas de viande. » Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est possible? Non, on doit avoir un mot en pause. Neutralité laïque. Non. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe à la vie? Il mange pas, mais il doit en avoir dans l'assiette. Oui, non, la sieste. Vous en faites parce que c'est important et vous le rencontrez très souvent dans toutes les cas. On peut le faire dans l'assiette. L'autre, après, qui ne veut pas manger, il ne mange pas. C'est pour la. C'est bon. Non, c'est à partir du moment où on en prend pas. Alors, j'ai entendu des bonnes réponses. Alors, par contre, effectivement, vous pouvez avoir aussi, comme j'ai entendu, une pression des parents qui vont non, non, ils ne mangent pas de viande. Alors, on est dans une école de la République, la laïcité, la neutralité, quelles que soient les confessions religieuses, le régime alimentaire. À la ville de Paris, vous avez un repas chaque jour avec des légumes, de la viande. Quand il y a une seule viande qui, du coup, déclenche un repas de substitution, c'est Le porc. le porc. Voilà. C'est tout. Donc, à partir de ce moment-là, juste pour cette viande-là, effectivement, quand l'enfant dit qu'il ne mange pas de porc, il aura le repas de substitution. Par contre, un enfant aura la totalité et l'intégralité de repas. Il n'y a qu'une situation, c'est l'enfant, effectivement, qui a une problématique médicale. École d'accueil individualisée. Le parent qui vous dit qu'il ne mange pas de viande, vous pouvez l'entendre s'il y a un PAI. En dehors du PAI, vous pourrez dire aux parents, bah, je l'entends, mais il faudra, si c'est médical, vous pouvez faire une demande de protocole d'accueil individualisé dans ce cadre-là. En dehors de ce cadre-là, l'enfant aura tout sur son plateau. Et après, effectivement, vous n'êtes pas là pour le forcer. Il goûte. L'inciter à goûter de tout.
Parce que des fois, effectivement, juste parce que le légume a une couleur verte, on n'aime pas ça. Et même dans des études aux États-Unis, ils ont fait un test, ils ont mis tous les légumes dans la couleur rouge et ça marchait mieux. Mais voilà, le principe, c'est que l'enfant a à disposition l'intégralité de son repas. On est dans un univers laïque à la vie de parents. Quelles que soient ses convictions, les convictions des parents. Vous ne pouvez pas, même si vous aussi vous avez une confession, là vous êtes dans votre posture de fonctionnaire et de gestion. Et vous aussi, quand vous êtes à table, surtout avec des élémentaires, vous êtes un exemple, vous êtes un modèle. Ils vont regarder comment vous mangez, comment vous vous exprimez. Vous êtes une référence. Et parfois, ils devraient poser à leurs parents, et comme ils vous ont et qu'ils vous reconnaissent, eh ben, ils vous les poseront à vous. Et le caractère convivial du repas, effectivement, c'est de discuter avec les enfants. Eux-mêmes vont discuter. C'est un moment, c'est un temps convivial avec les copains. C'est un temps de détente, de repos. On ne doit pas manger stressé, on doit avoir le temps de manger, le temps de discuter, évidemment dans un volume sonore possible. C'est pour ça qu'on vous demande de manger avec les enfants, aussi bien pour leur montrer l'exemple que pour leur montrer que la convivialité, ça passe par le fait de discuter doucement et tranquillement, de ne pas se déplacer en courant dans la cantine. Toutes ces choses-là, c'est à vous de leur apporter le cadre, l'éducation nutritionnelle et comment ce temps de repas doit se dérouler pour eux. C'est très important. Voilà, ça c'est votre posture. OK? Est-ce que vous avez des questions? C'est tout bon? Par exemple, on vient de la même case, on a la liste de 100 ports et végétation et sans viande. Ouais. Depuis un an, c'est plus un an. Sans viande et sans viande. Alors, là, du coup, ce type d'information, il est de l'ordre de... Quand vous avez une liste, discrétion, secret, neutralité, droit de réserve. Cette liste ne doit pas être visible des usagers. C'est à la discrétion. Alors, focus mérite Paris. Alors, maintenant, on était dans quelque chose de général. Maintenant, nous abordons la ville de Paris. Alors, très succinctement, parce que nous allons vraiment voir vraiment une version très détaillée de la direction des affaires scolaires, puisque ça va être votre direction. Au niveau de la ville de Paris, vous avez pu voir ces dernières années qu'elle se modernise et qu'il y a eu plusieurs changements. Le premier changement, c'est que la ville de Paris, avec la réforme, maintenant, a changé un petit peu et s'est simplifié. Le but du jeu, c'est de donner aux usagers un service public efficace où ils ne soient pas perdus. Paris, c'est la capitale, Paris, c'est grand. Donc là-dessus, vous avez combien d'arrondissements à Paris ? 20 arrondissements à Paris. Donc effectivement, pour les Parisiens, il y a des services administratifs, il y a des préfectures, il y a plein de services publics. Comme je vous ai dit, 23 directions à la ville. Donc là-dessus, on simplifie. Vous avez la maire de Paris et vous avez des maires d'arrondissement. Donc là-dessus, il y a un partage des compétences. Et effectivement, il y a des compétences qui se gèrent plus en local avec les maires d'arrondissement, notamment pour la propreté. Et il y a des postures que la maire de Paris gère, et notamment le principe de circulation dans Paris, le stationnement, regardez les voies sur berge. On les a fermées pour pouvoir permettre aux Parisiens de profiter des voies sur berge.
Vous avez aussi eu dernièrement, il y a quelques années, une fusion des 4 premiers arrondissements de Paris. Ça aussi, c'est dans cette loi de modernisation de la ville de Paris. C'était pour permettre aux familles d'avoir un accès aux services publics. Je vous donne un exemple concret sur les 4 premiers arrondissements. Ce n'est pas forcément les arrondissements les plus peuplés. Et ce n'est pas forcément les arrondissements où il est facile d'inscrire son enfant en crèche. Avec cette fusion, un parent qui est dans le premier arrondissement, il pouvait demander une place en crèche et du coup, maintenant, il peut avoir une place en crèche dans le premier, dans le deuxième, dans le troisième, dans le quatrième. Ça ouvre plus de possibilités aux usagers. Ça leur simplifie les démarches administratives aussi. Voilà. Donc, sachez que voilà, la fusion des 4 premiers arrondissements, c'est dans une notion de service public et d'accessibilité aux services publics pour les Parisiens. Vous avez, comme je vous indiquais, le renforcement du rôle des maires d'arrondissement pour la propreté, pour les politiques publiques de proximité. Vous êtes de plus en plus, les maires d'arrondissement, de plus en plus travaillent en lien avec la CASP. Les maires d'arrondissement, vous les voyez de plus en plus dans les écoles. Ils viennent vous voir à l'interclasse, ils viennent avec l'adjoint adjoint jeunesse de la mairie d'arrondissement. Ils viennent avec des élus, des délégués de parents d'élèves. Il y a vraiment ce qu'on appelle un maillage territorial, c'est-à-dire que toute la mairie, tout l'arrondissement où vous travaillez, travaille dans le même sens pour l'intérêt supérieur et général de l'enfant. Voilà. Donc, tous les partenaires ont ce souci des enfants dans les écoles. Et n'oubliez pas aussi que la caisse des écoles, ce n'est pas la DASCO, c'est le supérieur hiérarchique de la caisse des écoles, c'est le maire d'arrondissement. La caisse des écoles dépend de la mairie. Voilà. Vous avez vraiment plusieurs entités, plusieurs types de fonctionnaires et plusieurs types de directions qui se mélangent au sein de vos écoles. Ah, oh voilà, là, décidément. Je fais que des bêtises, Patrick. Ça y est, j'y arrive. Alors, petite question. Alors, pour revoir un petit peu donc toute cette modification, modernisation de la ville de Paris, la numérotation, je vais y arriver, des arrondissements a-t-elle changé? Est-ce qu'on a toujours 20 arrondissements ou est-ce qu'avec la fusion des 4 premiers arrondissements, vrai ou faux? Est-ce qu'elle a changé? Faux. Exact, faux. Les Parisiens concernés continuent d'habiter le 1er, 2e, 3e, 4e arrondissement. Paris compte toujours 20 arrondissements et le code postal, évidemment, reste inchangé. Alors, est-ce que les mairies d'arrondissement vont disparaître? C'est fait. Sachez-le. Oh, j'arrive pas à avoir la réponse de là? Non. OK. Alors, là-dessus aussi, ça c'est vraiment par rapport à la politique de la ville. Sachez bien que avec cette modernisation, il y a toujours autant d'élus au Conseil de Paris. Le Conseil de Paris se déroule du côté de l'hôtel de ville. Sachez qu'avec les enfants, quand vous faites des projets citoyens, vous pouvez aussi demander à assister à un Conseil de Paris avec les enfants. Vous pouvez aussi mettre en place, dans le cadre des projets citoyens, des conseils d'enfants au sein de vos écoles. Vous pouvez aussi, de cette façon-là, avoir des enfants comme des clubs de petits gourmets à la cantine ou, suivant par exemple en maternelle, les petites sections, les moyennes sections, les grandes sections, avoir des enfants qui puissent vous indiquer un petit peu comment ils ont trouvé le repas avec leurs mots à eux. Ça peut être des conseils d'enfants, ça peut être sur juste la thématique de la caisse des écoles, ça peut être sur plein de thématiques. Laissez les enfants s'exprimer, mais pour ça,
eux, ils aiment bien jouer comme les grands. Donc, faire le jeu du Conseil de Paris en version conseil d'enfants, c'est fabuleux pour eux. Donc, n'hésitez pas à faire découvrir aux enfants le fait que, bah oui, d'une façon collective, on peut améliorer et dire ce qu'on a envie en tant qu'enfant auprès des animateurs, sur les sorties, sur les projets, sur la cantine. Il y a plein de choses où, pour que l'enfant soit impliqué dans sa vie d'école, dans sa vie de centre de loisirs, de table, de toutes ces choses-là, eh ben, l'enfant peut lui-même s'exprimer avec tous les copains et il peut y avoir des porte-paroles d'enfants. Voilà. C'est aussi dans cette notion-là aussi qu'on a demandé aussi à toutes les écoles pour les budgets participatifs écoles, où les enfants peuvent voter et choisir un budget participatif, un projet participatif qui répond vraiment à une envie de leur part et de l'équipe enseignante et de tous les animateurs, de tous les acteurs de l'école qui correspondent à leur école. Pas à celle d'à côté, hein, à la leur et à leurs envies. Voilà. Il y a toutes ces choses-là où c'est vraiment très, très riche d'impliquer les enfants, puisque c'est eux qui vivent toute la journée dans cette école. Alors, le département et la commune, donc le département de Paris et la commune-ville de Paris fusionnent-elles, vrai ou faux? Alors là-dessus, comme je vous disais, Paris, c'est quand même terrible, c'est la capitale. Elle est à la fois ville et département. Donc là-dessus, c'était compliqué, par exemple, pour les familles de se dire, alors là, il faut que je fasse une demande à la ville de Paris en tant que département ou en tant que commune. Sachez bien que là-dessus, par exemple, vous avez, côté ville de Paris, vous avez vraiment tout l'aspect école primaire et collège, et que le lycée, c'est le département. Voilà la différence. Et il y en a plein d'autres, hein. Mais les Parisiens étaient un peu perdus. Donc maintenant, le département et la commune de Paris fusionnent. Ça permet pour les Parisiens d'avoir des simplifications administratives. Et aussi au niveau du Conseil de Paris, quand il y a des demandes, des choses à délibérer, des avis délibératifs, tout est regroupé. Alors, là-dessus, je ne reviendrai pas sur la fusion des 4 arrondissements, puisque maintenant, c'est fait, c'est fusionné. Vous savez aussi que là-dessus, il faut se dire que les mairies d'arrondissement sont des établissements publics. Ça reste un bâtiment. Donc, du coup, il faut le réemployer. Donc, sur le premier, le deuxième et le 4e arrondissement, les mairies ont été transformées. La mairie du 4e arrondissement, qu'est-ce que c'est devenu? C'est celle avec laquelle vous êtes travaillé. Bravo, l'Académie du climat. Est-ce que vous en avez entendu parler? L'Académie du climat s'est implantée et a pris naissance sur l'ancienne mairie du 4e arrondissement. Au niveau de l'Académie du climat, c'est vraiment l'endroit de must to be's, vraiment, c'est vraiment la place d'ASCO, où vous pouvez avoir au niveau des centres de loisirs des activités. Vous pouvez venir avec des groupes d'enfants. Il y a plusieurs activités diverses et variées qui sont proposées aux jeunes. Et c'est aussi ouvert le samedi et le dimanche. Et vous avez aussi tous les forums de l'animation, parfois les rendez-vous de la DASCO. Toutes les rencontres autour du projet PEDT, le projet éducatif territorial. Ces grands événements se passent à l'Académie du climat. Vous pouvez avoir des échanges professionnels, vraiment des tables rondes de l'animation. Vous allez pouvoir rencontrer des collègues de tous les arrondissements sur des thématiques, sur des passerelles entre la crèche
et la maternelle dernièrement, par exemple, sur des passerelles entre l'élémentaire et le collège, des rencontres entre professionnels où on échange sur nos pratiques, où on se donne justement des billes, parce que ce qui est fait sur la CASP 20, peut-être que la CASP 5.13 ne la connaît pas, etc. Donc c'est bien de mutualiser nos connaissances pour vraiment trouver comment développer le plus possible nos actions auprès des enfants. Voilà. Donc l'Académie du climat, c'est vraiment le laboratoire. C'est vraiment l'un de nos endroits favoris pour travailler tous ensemble. Voilà. Alors, comme je vous disais, il y a 23 directions à la ville. Donc, là-dessus, je vous les ai classées par qualité. Il y a, là, je ne vous ai pas mis les acronymes. Hein. Vous avez pu remarquer à la ville de Paris qu'on fonctionne beaucoup par acronyme. La DASCO, c'est un acronyme qui veut dire Direction des affaires scolaires. Voilà. Vous pouvez être amené parfois à travailler avec la DFPE, la Direction Famille Petite Enfance. N'oubliez pas que la CASP, c'est une fusion, circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance. Vous avez les deux services qui se rencontrent à l'intérieur. La crèche est fusionnée avec les écoles primaires. Et nous n'avons pas encore en circonscription l'action collégienne. Pas encore. Et pourtant, l'action collégienne fait bien partie de la DASCO. Voilà, donc vous avez 23 directions, donc ça peut peut-être vous arriver à l'oral d'avoir un questionnement, on vous demandera de citer quelques directions. Donc là, vous en avez quelques-unes. Essayez de retenir celles avec lesquelles, par exemple, vous travaillez. Sur l'étape notamment, oui, tout à fait. Sur l'étape, des fois, vous avez par exemple, vous avez la DJS, la Direction Jeunesse et Sport. Vous avez la DAC, la Direction des Affaires Culturelles. N'hésitez pas quand vous êtes sur le TAP, quand vous voyez des partenaires associatifs, demandez-leur si c'est une association locale ou s'ils viennent de la part d'une direction. Ça sera bien pour votre culture générale et puis de connaître vos collègues, l'environnement professionnel plus de votre école, parce que vous travaillez tous avec des enfants. Votre cœur de métier, c'est les enfants et eux aussi. Et au moment d'étape, ils sont tous animateurs comme vous. Et ils doivent tous respecter la charte de l'animateur. Vous êtes tous sur le même rang. Voilà, donc les directions pour répondre aux usagers à la ville, vous avez la qualité du cadre de vie, la qualité des services aux Parisiens et Parisiennes, la qualité de la relation au territoire et la qualité de l'action publique. Dans l'action publique, il faut entendre la direction des ressources humaines. Donc, vous voyez que vous avez des services déconcentrés en CASP, puisque vous avez aussi un pôle ressources humaines avec les fameuses USGD que vous connaissez bien pour vos fiches de paye, des unités de gestion directe. Voilà. Vous avez aussi, évidemment, comme pour toute fonction publique, vous avez la direction des finances et des achats. Et vous avez le responsable éducatif ville qui a une dotation budgétaire pour les sorties, pour le matériel, des tables, des centres de loisirs. Voilà. Tout a du lien. Alors, voilà ce fameux acronyme que vous connaissez par cœur, la DASCO, la Direction des Affaires Scolaires. Voilà. Donc, effectivement, tout
tout autour de l'école, vous pouvez être amené à rencontrer le maire de Paris, les adjoints de maire de Paris, l'éducation nationale. Ce sont évidemment directeurs d'école, enseignants. Vous avez aussi, et là c'est la particularité à la ville de Paris, vous avez des professeurs ville de Paris sur 3 disciplines. Est-ce que vous avez vu ça? Ça se passe en élémentaire. Le sport. Le sport, oui. La musique. La musique, ouais. L'art plastique, ouais. Ce qu'on appelle les arts visuels. Donc, vous avez effectivement ce qu'on appelle, acronyme VLAN, PVP, professeur ville de Paris, activité sportive, activité musicale, tout ce qui est de l'art de la musique, et les arts visuels. Et donc, dans pas mal d'écoles, vous avez une salle d'art visuel. Pour le PVP musique, ça dépend des écoles, hein. Il y en a qui ont une salle, il y en a d'autres qui travaillent dans le préau. Et le professeur Ville de Paris Sport travaille soit dans la cour de récréation, soit dans le préau. Soit dans la gymnase. Soit dans le gymnase, il y en a un. Toutes les écoles ne sont pas dotées d'un gymnase. Voilà. Donc, sachez que le PEDT est signé à la fois par l'Éducation nationale, par le préfet de Paris, par la DASCO, la mairie de Paris, et par la Caisse d'allocation familiale, la CAF. Voilà. Donc, effectivement, ce sont des partenaires. Ils ne sont pas tous dans l'école, mais ils travaillent avec vous. L'éducation nationale. Préfet de Paris. Et ne vous oubliez pas la ville, la direction des affaires scolaires. Alors ça, c'est vraiment la grande question, la question tarte à la crème, bien évidemment. Vous êtes à la DASCO, donc vous devez connaître les missions de la DASCO, les missions de la direction des affaires scolaires. Alors, il y a 4 missions. D'après vous, qu'est-ce que ça peut être, les missions de la DASCO? Lesquelles? Rappelez-vous, je vous ai dit, alors, est-ce que la DASCO, est-ce que sa mission, c'est les enfants de crèche? Bientôt, hein. NTTPS. Non, mais pas encore, pas encore. Ok, donc, est-ce que c'est les maternelles? Les élémentaires? Les collèges? Les lycéens? Non. Non, voilà, ok, ça marche. Donc voilà, déjà, on accueille les enfants sur les temps périscolaires et la DASCO, comme vous l'entendez souvent, notamment pendant les petites vacances, des fois, votre école, votre centre de loisirs où vous auriez aimé travailler est fermé pour cause de... Bravo. Voilà, nous avons au niveau de la DASCO une mission de construire, restructurer, d'entretenir les bâtiments écoles. Ce sont des établissements publics et la DASCO a pour mission de les entretenir, de les rénover constamment. Donc ça, c'est l'une des premières missions. La deuxième mission, et c'est là-dessus à chaque fois, il ne faut pas oublier le PEDT, le projet éducatif de territoire, qui pour la 3e fois a été signé. C'est le 3e PEDT qui va de 2021 à 2026. C'est une traduction de la politique ambitieuse de la ville de Paris en direction des enfants et des Parisiens. Là-dessus, vous avez tous les axes pédagogiques de votre employeur. Et vous devez les mettre en œuvre sous la direction de votre responsable éducatif ville. Votre responsable éducatif ville va rédiger un projet pédagogique où, suivant l'école et suivant les enfants et les problématiques de ces enfants, il va mettre en place
des axes, des projets, des objectifs, et il va vous demander concrètement, pendant les activités, pendant les temps périscolaires, de répondre à ces objectifs. Je vous donne un objectif très, très large, celui de l'autonomie. Et bien, comment vous favorisez l'autonomie des enfants sur les temps d'interclasse? Comment vous favorisez l'autonomie des enfants sur les temps d'activité périscolaire? Comment vous favorisez les temps d'activité sur le soir, sur leur autonomie? Ça peut être ça peut être développer le vivre ensemble si vous avez des problématiques de bagarre entre enfants, de plein de choses. Voilà. Il vous demande par rapport à certaines problématiques d'école de mettre en place des objectifs. Et évidemment, de les décliner sur tous les temps. Voilà. Mais ça part du PEDT. Et le PEDT, c'est la DASCO. Ça, c'est la deuxième mission. Oups, je fais trop vite. Oui. OK. La troisième, effectivement, comme je vous ai dit, quand vous êtes animateur, quand vous serez animateur titulaire, A-S, vous pouvez aussi bien travailler en maternelle et en élémentaire, mais vous pouvez aussi travailler au collège si ça vous intéresse. Vous pouvez travailler à l'action collégienne. Là-dessus, effectivement, la troisième mission de la DASCO, effectivement, c'est de répondre aussi à un accompagnement des enfants sur le moment où ils sont au collège. Donc là, c'est complémentaire, c'est pour lutter contre le décrochage scolaire de ces enfants au collège. C'est de leur proposer des activités culturelles le mercredi après-midi ou aussi sur les temps du week-end ou du soir. Il peut y avoir aussi des séjours. L'action collégien, ça n'est pas les mêmes horaires que vous sur les temps de maternelle et d'élémentaire. C'est vraiment une autre approche, une autre disponibilité par rapport aux collégiens. C'est vraiment autre chose. Par contre, vous pourrez peut-être le découvrir pendant les petites vacances si vous avez des dispositifs tous au collège. Là, ça vous permet en tant qu'animateur, notamment en élémentaire, de découvrir justement des collégiens et de proposer des activités aux collégiens et ils vont faire des stages. Et le dispositif Tous au collège se passe dans un collège avec des animateurs comme vous, élémentaires, et c'est gratuit pour eux. Ça permet justement qu'ils puissent avoir des activités et qu'elles soient gratuites. Ça a une vertu aussi sociale et ça a une vertu aussi de donner en fait des endroits pour que les jeunes puissent se retrouver en toute sécurité et ne pas être effectivement dans la rue, dans un manque d'activité et un développement des bêtises et des rencontres entre bandes. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc effectivement, le dispositif Tous au collège, c'est des collègues comme vous qui sont AAS et qui, à un moment donné, ont fait le choix d'avoir un public un petit peu plus vieux que les 6-12 ans ou 6-11 ans. Voilà. Alors, la dernière mission, évidemment, c'est celle de la formation. Peut-être que le soir, vous avez parfois des cours municipaux d'adultes qui se déroulent au sein de vos écoles. Ça peut arriver. Il y a toutes ces dimensions-là de formation et de formation permanente. N'oubliez pas aussi que dans toute cette notion d'encadrement, vous êtes DASCO, les gardiennes, les agents de service sur les écoles, les ASEM, les ATE, les AREM, sont du personnel DASCO. Les AREM, c'est en maternelle. C'est du personnel qui vient en plus sur les temps d'activité périscolaire du mardi et du vendredi de 15h à 16h30. Voilà. Et pour le lycée aussi, oui, tout à fait. C'est du personnel en plus. C'est un renfort. Elles sont plus dédiées aux enfants. C'est pour ça qu'elles sont dans la préparation du goûter.
notamment. Ouais, d'écouter et de refaire les lits. Ouais, de refaire les lits, d'aider au niveau des dortoirs. Voilà. Ce sont des AREM. Et par rapport aux ASEM, elles ne font pas d'activité. Oui, c'est ça. La petite notion. Les ASEM prennent des groupes d'enfants. Les AREM, elles sont là effectivement pendant que les ASEM prennent en charge des enfants. C'est du coup, C'est eux qui- elles sont là pour le dortoir, pour la remise en forme du dortoir pour le lendemain. Et s'il y a des petits pépins, des petits oublis d'enfants, des petits accidents pendant le dodo. Voilà. Mais elles ont que 2 mains, hein, donc ça peut arriver que vous soyez amené, comme tout animateur, à aider au niveau des enfants dans un principe tout simplement de bienveillance, de ne pas laisser l'enfant dans le pipi en disant bah attends, la reine elle en a 3, mais toi tu vas attendre, tu seras le 4e. Non. N'oubliez pas que vous êtes là pour le bien-être de l'enfant. Alors, ça y est, ça remet en arrière, c'est pas drôle. Hop là, voilà. Alors, ça, vous savez bien, les grands organigrammes, le qui et quoi. Déjà, au niveau de la circonscription, c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, sachez au moins, avant, il y avait, et vous avez dû peut-être en entendre parler, vous aviez Bérénice Delpal. Qui était-elle au sein de la direction des affaires scolaires? La directrice de la Oui, voilà. c'est ça. Maintenant, Bérénice Delpal a un autre poste et vous avez une personne qui s'appelle Sophie Fadi Carrel. C'est la directrice des affaires scolaires. Voilà. Sophie Fadi Carrel. Voilà. Si vous avez un nom à retenir, voire 2, voire 3, au moins celui-là. Directrice des affaires scolaires, Sophie Fadi Carrel. À la mairie de Paris, bon, comme je vous avais dit, évidemment, la maire de Paris, c'est Madame Hidalgo. Et pour la jeunesse, l'adjoint au maire, donc juste en dessous de Madame Hidalgo, c'est Patrick Bloch. Vous avez peut-être déjà dû le voir ou entendre ses bons voeux sur l'Intra-Paris. Bloch, B-L-O-C-H-E. Je n'ai pas approché son nom de famille. Hein. Patrick Bloch. Ok. Et c'est aussi le maire du 11e. Cumul d'activité. On l'a vu il n'y a pas longtemps. Patrick Bloch. Ça, vous pouvez le trouver dans l'école. Vous pouvez demander une petite photocopie à votre responsable éducatif ville. Vous lui dites que vous révisez hein, pour l'oral et il vous fera une photocopie. Voilà. Et est-ce que vous savez le nom de vos chefs de circonscription? Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un de la Casse-Pevin? Parlez. Bien sûr. La Casse-Pevin, c'est monsieur Cécile Mermin. Cécile Mermin. Non. Monsieur Corcol, il est chef de passe. Non, non, non. Chef de circonscription. À Paris-Centre. Est-ce qu'il y a quelqu'un de Paris-Centre? Oui. C'est qui? Madame Catherine. Un nom breton. Catherine Asquette. Ok. Voilà. Ne confondez pas. Chef de circonscription, c'est tout en haut de la pyramide de votre circonscription. Il ne faut pas confondre. Asquette. Retenez pour votre circonscription. Hein. Ça sera mieux quand même. Alors, on va parler un petit peu plus CASP avec les acronymes justement pour vous aider à faire la part des choses. Alors, vous avez effectivement dans une notion pyramidale, vous avez 4 pôles dans la circonscription et votre rêve,
il a un supérieur hiérarchique. C'est la coordinatrice territoriale action éducative. Après, l'acronyme, c'est CTAE. Ça, c'est juste au-dessus du REF. Voilà. Donc, au-dessus du REF, il y a la CTAE. Et les ASEM en maternelle, est-ce qu'elles ont un supérieur hiérarchique? Oui. C'est qui? C'est la directrice de l'école. Attendez, il y en a plusieurs en fait des supérieurs hiérarchiques pour les ASEM. Il y a qui? Qui peut donner des missions aux ASEM? Vous embête, hein, mais c'est important pour moi. Il y a la REF, et il y a la directrice d'école sur le temps scolaire, voilà. Déjà pour la SEM, elle se coupe un peu en deux. Éducation nationale, elle est d'ASCO, mais pourtant, parfois, elle a une autorité qui est l'éducation nationale. OK. Donc la SEM, déjà, elle a 2 supérieurs hiérarchiques. Après, en circonscription, est-ce que la SEM, elle a un supérieur hiérarchique? Oui. C'est la chargée de coordination. Qui est au même niveau que la CTAE ou le CTAE. Là, chargée de coordination, c'est pour tous les ATE, hein, c'est pareil en élémentaire. Les ATE, les ASEM, les RM. Les chargés de, pardon, Chargée de coordination. Et au-dessus du CTAE ou de la CTAE, vous avez le responsable de l'action éducative, le RAE. Parfois, il peut lui aussi venir sur les écoles. Le RAE, responsable de l'action éducative. Lui, il donne des missions aux 3, 4, 5 CTAE. Et toujours RAE? Ça a été avant, non? Ah non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Il y a quelqu'un que des fois vous pouvez avoir au téléphone quand vous avez une question sur les formations, que vous n'avez pas reçu votre convocation de formation, que vous avez besoin de vous inscrire pour le BAFA, pour le BAFD. Non. Les UGD, c'est juste pour la fiche de paye, pour envoyer ses motifs d'absence et justificatifs d'absence. C'est encore un acronyme. Non, vraiment pour les formations, ça c'est un de ces dossiers. Et je vous parle de ce dossier-là, formation, parce qu'effectivement, ça peut vous arriver, voilà, de demander, voilà, j'aimerais faire le BAFA ou surveillant de baignade, ça se passe où? J'ai pas reçu la formation. Alors évidemment, si vous ne savez pas, vous demandez au REF. Et le REF, lui, va s'adresser à ce qu'on appelle des CMFAE, ce sont des coordinateurs moyens et fonctionnement. C'est au même niveau que les CTAE. Formation. Voilà, notamment pour les formations. Là, on charge le dossier formation. Voilà. C'est important que vous le sachiez pour le BAFA. Pour les formations initiales aussi, pour les BCD, les espaces premiers livres. Si un jour vous avez envie, en tant qu'animateur, d'animer des ateliers autour du livre et de l'objet livre auprès des enfants en maternelle ou en élémentaire, il faut savoir qu'il y a une formation initiale de plusieurs semaines pour vous familiariser avec ces techniques d'animation autour de l'objet livre et de l'album jeunesse.
On doit mettre une pancarte. Comme ça, on doit passer tout le monde. Oui, ça peut être un grand arbre ou une pyramide, comme vous voulez. En tout cas, là, c'est pareil, vous avez un organigramme en circonscription. Mais ça, plus vous allez évoluer et plus vous allez être en lien avec ces personnes, vous allez de plus en plus les rencontrer. Hein. Là, pour l'instant, vous êtes animateur vacataire, donc vous ne les voyez pas forcément. Peut-être qu'ils passent dans l'école et qu'ils ont le temps, ils passent vous voir, ils se présentent à vous. N'oubliez pas aussi, dans l'école, vous êtes en plan Vigipirate. Vous pouvez aussi, quand il y a un adulte qui passe dans un couloir que vous ne connaissez pas, vous pouvez lui dire bonjour, lui dire « Excusez-moi, je ne vous connais pas, qui êtes-vous » C'est un principe quand même de sécurité aussi. Voilà, donc par contre, normalement, ça, l'acronyme REV, vous devez savoir ce que ça veut dire. En toutes lettres. Oui, il y a une question? Il y a une question sur les CMFAE. Ouais. Est-il au même niveau que le RAE? Non, il est au même niveau que le CTAE. Le RAE est le supérieur hiérarchique des CMFAE et des CTAE. Bonne question. Alors, donc, votre supérieur hiérarchique de tous les jours, que vous rencontrez tous les jours, c'est le responsable éducatif ville, le REV. Et parfois, il a ce qu'on appelle un REV S, un REV suppléant. C'est-à-dire qu'effectivement, quand le REV est là, le REV S est animateur. Alors, suivant la taille de votre école, sur certains temps, comme le TAP, il peut être déchargé ou pas. En tout état de cause, le REVES est là pour parfois remplacer le rêve sur ses fonctions quand le rêve est absent pour formation, arrêt maladie, congé. Voilà. Donc, vous êtes les animateurs, vous êtes placés sous l'autorité du rêve, vous mettez en place des projets d'animation. Soit vous rédigez un projet d'animation tout seul, mais sachez aussi que des projets d'animation, ça peut être des projets binômes ou en équipe. Ça s'entend. Un projet d'animation, ça peut être par rapport à un objectif ou le rêve peut vous donner un thème. Cette année, on fera Far West. C'est possible. Mais qu'est-ce que ça va apporter aux enfants? Ça sera votre question à vous. En quoi ça répond à un besoin d'enfant? Voilà. Vous avez donc, comme je vous avais dit, pour tous les personnels de service, pour les ASEM, les ATE, les AREM, les compléments ménage, vous avez les chargés de coordination. Et vous avez aussi le premier pilier de la sécurité dans une école. Le gardien ou la gardienne. C'est très important. Ça fait qu'on est toujours en plan Vigipirate. À quel niveau on est? À quel niveau Niveau attentat, normalement, on n'a pas changé. Vous êtes toujours avec un PPMS. Vous avez dans la loge un registre de main courante. Parfois, vous avez des rêves qui font un listing juste à côté. En tout cas, tous les jours, pour votre sécurité et celle de l'établissement, vous devez émarger à l'entrée pour que, en cas d'alerte ou quoi que ce soit, ou même d'alerte incendie, on puisse savoir combien il y a d'adultes dans l'établissement. Donc, c'est important. Pour vous, en tant que vacataire, ça permet aussi d'avoir une trace. Si au niveau des vacations, il y aurait un service fait où vous n'auriez pas eu une rémunération, ça vous permet aussi d'avoir une trace de votre passage dans cette école aussi.
Voilà, donc c'est important, aussi bien pour votre rémunération que pour votre sécurité et celle de tout l'établissement. Donc c'est important pour les gardiens que vous vous présentiez au sein des écoles, quand vous arrivez sur une école, de vous présenter la première chose auprès du gardien, de bien indiquer, bien lisiblement sur la main courante, ne faites pas des pattes de mouche, votre nom et votre prénom. C'est très très important que les registres de main courante soient lisibles. De même aussi quand vous écrivez aussi sur le cahier d'infirmerie. Parce que n'oubliez pas que le cahier d'infirmerie, le rêve peut être amené à le lire et à le consulter. D'ailleurs, il en a l'obligation. Et vos collègues, s'ils ont besoin de répondre à une question de parents, il va peut-être être amené lui aussi à lire le cahier d'infirmerie. Et c'est un document. Voilà. En tout cas, c'est une preuve de soin. Vous êtes là pour protéger et secourir les enfants. Vous avez le livret de sécurité pour vous donner les procédures à tenir suivant le type de sortie ou le type d'accident. Voilà. Ça, c'est très important, effectivement. Voilà, vous avez les ATE. Donc les ATE, il faut se dire ATE élémentaire, puisque l'acronyme c'est Agent technique des écoles. Le mot ATE, c'est ça. A comme agent, T comme technique, E comme école. ATE. Voilà. Ça, c'est pour l'élémentaire. Et les ASEM, c'est encore donc un acronyme qui veut dire agent spécialisé, école maternelle. A comme agent, S comme spécialisé, E comme école et M comme maternelle. Et depuis la réforme des rythmes éducatifs, les ASEM qui avant étaient dédiés au temps scolaire et avaient une présence en classe, maintenant sont amenés sur les temps TAP à proposer des activités aux enfants et à participer au temps de cantine aussi. Elles sont animatrices et animateurs comme vous. Excusez-moi. En maternelle. ASEM. A-S-E-M. Excusez-moi, normalement, ça dure combien Il nous reste 10 minutes chrono. 9h30, 11h30. Donc, on fera avec cette fois. On va voir ça. Ils ont été prévenus par vos circonscriptions. Oui, parce que c'est les directeurs. C'est eux qui vous ont envoyé. Non, ça. Aidez pas. Ça. Agent du service école maternelle. ASEM. 14h, 16h. Ça vous laisse le temps du trajet entre la fin du service interclasse et voilà. ASEM, c'est quand on fait le concours, on est ASEM. Et quand on fait. Pas ce concours-là. Non, pas ce Là, concours, vous allez. le concours d'ASEM. Oui. On dit ASEM. Et ASEM, c'est autre chose. Quand on passe. Maintenant, c'est que ASEM. Ah oui, Il n'y a plus de ASEM. C'est ASEM tout court. ASEM. Il n'y a plus qu'une appellation. Voilà. Donc là, c'est vraiment tout le personnel que vous avez au sein des écoles. Donc ça, c'est le personnel d'AFO. Après, dans les écoles, vous avez évidemment tout ce qui est le personnel éducation nationale. Donc, vous avez des enseignants, vous avez, comme je vous ai dit, des professeurs Ville de Paris, mais ça, c'est vraiment propre à Paris. Vous allez en France, n'importe où, à La Baule, au Sable d'Olonne, où vous voulez. Les enseignants sont amenés à proposer eux-mêmes le sport, la musique et les arts visuels. Il n'y a pas de professeur pour ces disciplines-là. Les enseignants, dans le reste de la France, font
toutes les disciplines. Il n'y a que à Paris où les enseignants d'élémentaire, quand ils vont faire de l'initiation sportive, ils vont voir le PVT sport. Quand ils vont faire de la découverte à l'éveil musical, ils vont voir le PVT musique. Et pour la peinture, la sculpture, tous les arts visuels, ils vont voir le PVT art visuel. Voilà, c'est une chance. Vous avez aussi au sein des écoles, maintenant sachez bien que c'est du personnel, il y a plusieurs écoles, le médecin scolaire, vous avez aussi l'assistante sociale et la secrétaire médico-sociale. Voilà, c'est elle qui peut être amenée à signer les PAI, le médecin scolaire. Et parfois, elle est accompagnée de la secrétaire médico-sociale. Donc, effectivement, ce personnel, parfois, a plusieurs écoles. C'est pour ça qu'elle n'est pas H/24, 5 jours sur 7 dans votre école, parce qu'elle a plusieurs écoles. Vous avez aussi donc comme personnel qui n'est pas d'ASCO et qui n'est pas d'ailleurs Éducation nationale, les agents de la Caisse des écoles. Rappelez-vous, je vous avais dit, la Caisse des écoles, ça dépend de la mairie d'arrondissement. Voilà, parfait. Voilà, oui. Dans toutes les cantines, Caisse des écoles, c'est les arrondissements, les mairies d'arrondissement. Alors, bien évidemment, vous avez, au niveau de l'éducation nationale, directeur d'école, enseignant. Parfois, vous avez ce qu'on appelle l'IEN, l'inspecteur éducation nationale, qui vient évaluer les enseignants ou assure le suivi. Vous avez parfois des psychologues scolaires. Je ne sais pas si vous en avez dans toutes les écoles. Et vous avez ce qu'on appelle le RASED. Le RASED. Alors ça, c'est encore un acronyme que l'on trouve en élémentaire. C'est le réseau d'aide spécialisée. Ce sont des enseignants et des psychologues qui sont là pour accompagner les enfants qui peuvent, à certains moments de leur scolarité, rencontrer des difficultés. Des difficultés, évidemment, dans les apprentissages. Donc, du coup, ils sont reçus dans la salle de RASED, réseau d'aide spécialisée, à 1 ou par petit groupe de 3, de 4 ou de 5, mais pas plus. C'est vraiment pour les aider, les accompagner sur les apprentissages. Et là, je parle bien d'enfants en difficulté sur les apprentissages. Je ne parle pas d'enfants en situation éducative particulière ou des enfants voilà, avec des problématiques liées à un handicap. Donc, la ville de Paris et la DASCO s'engagent en fait à tout mettre en œuvre pour donner les moyens à l'éducation nationale de procéder à l'enseignement. C'est pour ça que les écoles sont rénovées par la DASCO, sont construites par la DASCO. Le matériel qui est au sein des écoles, la photocopieuse, c'est la DASCO. Vous avez plein de moyens qui arrivent de la ville de Paris. Vous avez aussi tout ce qui est de l'ordre des budgets participatifs, c'est la ville de Paris. C'est comme si on vous disait que l'éducation nationale était locataire. Les écoles, c'est la responsabilité de chacune des municipalités françaises.
Et effectivement, le directeur d'école est là sur tous les temps scolaires. Il n'en est pas moins qu'il est ce qu'on appelle un responsable unique de sécurité. C'est-à-dire qu'effectivement, pour tout ce qui est exercice incendie, PPMS anti-intrusion, PPMS risque majeur, il doit soit les mettre en place, soit en être informé. Si le REF fait un exercice incendie, il doit prévenir le directeur d'école. S'ils mettent en place un exercice PPMS, soit ils le font ensemble, soit le directeur d'école le met en place sur le temps scolaire, mais en tout état de cause, le REF, qui lui n'est pas le responsable unique de sécurité, doit prévenir le directeur d'école pour des choses qui se passent dans son établissement. Il est directeur d'école. Il doit en être informé. Est-ce que vous avez déjà fait des exercices d'évacuation incendie? Oui. Et PPMS? Oui. PPMS se cacher? Oui. Anti-intrusion? Oui, anti-intrusion. Pas PPMS risque majeur. Ça, c'est celui où si, par exemple, je ne sais pas, moi, il y a un risque atmosphérique, par exemple, on aurait Tchernobyl qui exploserait à côté, c'est l'inverse, hein. On doit vraiment s'isoler, être protégé à l'intérieur, se calfeutrer. Le PPMS risque majeur, ça peut être aussi appliqué sur, par exemple, un temps de manifestation où il peut y avoir des débordements, où du coup, on attend par exemple que le cortège passe et on ferme l'établissement parce que c'est un risque majeur. Et on attend que le cortège passe, que ça soit en sécurité pour ouvrir l'établissement pour que les enfants puissent sortir. Ne pas être pris dans des lacrymogènes, des débordements. Voilà. In time.